Salut et bienvenue sur ma chaîne si c'est ta première fois ici. Je m'appelle Petro et je dirige des projets dans le monde de l'entreprise depuis plus de 10 ans, de waterfall à agile et tout ce qui se trouve entre les deux. Aujourd'hui, je veux te parler du PERT, un outil très utile qui, bien utilisé, peut considérablement aider une équipe projet à gérer l'incertitude. On va explorer la théorie qui se cache derrière et décomposer comment calculer les estimations PERT. La vidéo a des chapitres si tu veux avancer plus vite. Et n'oublie pas, cette vidéo est aussi disponible en anglais et espagnol sur ma chaîne. Sans plus attendre, c'est parti. PERT signifie Program Evaluation and Review Technique, ou en français, technique d'évaluation et d'examen du programme. Cette technique remonte aux origines même de la gestion du projet. C'est un outil d'estimation qui utilise des principes probabilistes pour améliorer la précision des estimations par rapport aux moyennes classiques ou aux meilleures hypothèses uniques. Comme tout en gestion de projet, PERT nous sera aussi efficace que dans le contexte dans lequel on l'utilise et en fonction de la qualité de sa mise en œuvre. Garde ça en tête avant de vouloir l'appliquer partout. Mais alors, pourquoi utiliser PERT? Pourquoi ne pas rester avec l'estimation à vue de nez plus un peu de marge? Après tout, si tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas la première fois que tu dois produire des estimations pour tes projets. Et jusqu'ici, tout le monde avait l'air content de la façon dont ça se passait, non? Alors pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé? Eh bien, c'est toujours une bonne question de peser le pour et le contre de tout changement dans nos façons de travailler. Alors voyons ce que PERT a à nous offrir. La clé c'est qu'estimer est toujours une tentative de prédire l'avenir, peu importe à quel point la méthode est sophistiquée. PERT accepte l'incertitude et fait d'elle une partie explicite du calcul. Nous intégrons le manque de clarté qu'on a lorsqu'on estime des tâches en mettant en place des garde-fous contre les biais naturels qui viennent avec l'expérience, connaissance et sentiment d'un individu sur la tâche face à eux. Un autre grand avantage du PERT, c'est qu'on peut l'utiliser pour estimer des efforts, le coût et la durée de n'importe quel projet et n'importe quel cycle de vie qui le soutient. C'est-à-dire que ça marche aussi parfaitement dans un contexte agile. N'oublie pas, agile ne signifie pas d'estimation, mais bien une flexibilité face au changement. Et PERT est compatible avec ça. Alors, pour que PERT réalise vraiment tout son potentiel, il faut aborder un point important sur la façon de communiquer les estimations aux parties prenantes et à la direction. Ça peut paraître bizarre à ceux qui ont l'habitude qu'on leur montre. Rapporter des fourchettes est en réalité plus professionnel que de donner des valeurs uniques. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais garde-moi ça en tête. En tant que chef de projet, tu dois faire très attention quand tu présentes des données, surtout des estimations. La tâche sera prête en 20 jours. Sauf si tu connais tous les rouages et tu les maîtrises parfaitement, tu mets en jeu ta parole, et pire, celle de l'équipe en étant aussi catégorique. Je ne te dis pas qu'il faut être mystérieux ou vague avec des informations que toi et ton équipe avez travaillé dur à produire, mais voici mon conseil. Si les délais stricts ne sont pas critiques pour ton projet, n'attire pas inutilement l'attention dessus. Si possible, opte plutôt pour une formulation plus flexible. Une formulation toujours basée sur tes données, mais qui reconnaît qu'on ne peut pas tout savoir ni tout contrôler dans un projet. PERT te permet justement de communiquer des intervalles de temps ou de coûts bien plus proches de la réalité qu'un chiffre fixe. La tâche pourrait prendre entre 16 et 24 jours, transmet le risque inhérent en offrant assez de certitude pour planifier et évaluer consciemment ce qui signifierait le pire et le meilleur scénario. Et c'est exactement la conversation mature professionnellement parlant que tu veux avoir autour de ton projet. Un chef de projet affirmé sait que trop de précision dans les estimations, c'est souvent une vision à court terme. On en reparlera plus en détail vers la fin de la vidéo. Mais gérer un projet, c'est aussi construire la confiance avec les parties prenantes, et être transparent sur l'incertitude est un excellent moyen de la nourrir. Donc, comment fonctionne PERT? D'abord, parlons un peu de la distribution normale. Si tu ne la connais pas, il te suffit de savoir qu'on peut la visualiser avec le graphique à l'écran. L'axe horizontal représente tous les issues possibles d'un événement donné. Par exemple, si tu lances un dé, tu auras les chiffres de 1 à 6 sur cet axe, alors que l'axe vertical représente la probabilité de ces issues. Plus la courbe est haute, plus l'issue correspondante est probable. Ce graphique montre donc la probabilité qu'un événement prenne une valeur comprise dans l'intervalle décrit par les bornes gauche et droite.
Et la distribution normale implique que plus une issue est proche du centre, plus elle a des chances de se produire. Si on avait deux issues possibles, A et B, on pourrait dire que B est plus probable qu'A. Ça ne rend pas impossible pour autant, juste moins probable. Perdre repose sur un concept légèrement différent, mais pour qu'il donne toute sa puissance, on suppose que la plupart des événements ou d'activités d'un projet se déroulent comme une distribution normale. Voyons un exemple. Imaginons qu'on doit travailler avec un développeur pour estimer le temps nécessaire à l'ajout d'une validation sur un champ de ceci. Après une discussion rapide, on obtient quelques valeurs à considérer. Dans une distribution normale, on pourrait dire que moins de 3 heures se situerait tout à gauche de la courbe. C'est proche de l'idéal, mais peu probable. À l'opposé, plus de 9 heures se trouverait tout à droite. C'est une estimation pessimiste, mais tout aussi improbable. Du coup, tout ce qui se situe entre 3 et 9 heures a beaucoup plus de chances de se produire. Récapitulons les 3 concepts qu'on vient d'introduire. Pour pouvoir estimer avec perte, on a besoin de 3 valeurs. L'estimation optimiste, si tu vas bien, combien d'efforts ça demanderait. L'estimation la plus probable, d'après la meilleure hypothèse du développeur et son expérience passée, s'il en a, combien d'efforts ça demanderait. Et l'estimation pessimiste, si tu vas mal, combien d'efforts ça demanderait. N'oublie pas que perte fonctionne aussi bien pour le temps que pour le coût, et pour tout type de projet. Ici, on utilise simplement l'effort dans un projet logiciel comme exemple. Ces 3 données clés s'appliquent exactement de la même façon dans d'autres contextes. Ça revient toujours à discuter avec les personnes responsables des estimations. Donc, sois réaliste, reste raisonnable. Le scénario pessimiste n'a pas besoin d'inclure des catastrophes improbables. Et le scénario optimiste n'implique pas la perfection absolue à chaque étape. Garde en tête les risques et les opportunités en utilisant perte. Si un risque est irréaliste, tu n'as pas besoin de le considérer dans ton estimation. Passons maintenant à la formule. O représente l'estimation optimiste. P, c'est l'estimation la plus probable. Et PE, l'estimation pessimiste. Pour calculer l'estimation perte, on additionne O plus 4 fois P plus PE, le tout divisé par 6. On multiplie la plus probable par 4 pour lui donner plus de poids. Du coup, plus probable se transmet au résultat final. On a maintenant 6 valeurs au total au lieu de 3. Alors on a besoin de diviser par 6 pour obtenir une moyenne pondérée correcte. Revenons à notre exemple. La discussion avec le développeur pourrait se passer comme ça. On a la tâche face à nous, ajouter une validation à un champ de ceci, et on doit estimer l'effort en tenant compte des 3 points clés de perte. Maintenant que le développeur est à l'aise pour penser en termes de scénario pessimiste, optimiste et le plus probable, on pourrait déterminer que le meilleur cas demanderait 2 heures, le pire cas 8 heures et le plus probable 3 heures. Si on applique la formule, ce sera 2 plus 4 fois 3, l'estimation la plus probable, plus 8, le tout divisé par 6. Ça nous donne une estimation perte de 3,66 heures. Et là, on peut utiliser ce chiffre pour continuer avec notre planification. Alors dans un projet réel, tu devras estimer plusieurs tâches. Le tableau ci-dessous montre quelques exemples avec leurs 3 points clés et les résultats pertes correspondants. Note combien les estimations pertes sont plus proches du scénario le plus probable que des scénarios optimistes et pessimistes. Ça fait parfaitement sens, puisque nous donnons 4 fois plus de poids à la valeur la plus probable. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu dois regrouper tout ça et donner une estimation sur un ensemble de tâches, ou même sur le projet entier? Eh bien, tu te souviens quand j'ai dit qu'une distribution normale se comporte comme ça? Les événements les plus probables se trouvent toujours au centre des issues possibles et les moins probables retombent aux extrémités gauche et droite de la courbe. On doit maintenant parler de la distribution bêta. Tu vois, dans la vraie vie, beaucoup d'événements, et en particulier les tâches de projet, suivent plutôt une distribution bêta. La grande différence avec la distribution normale, c'est que la probabilité des issues est souvent asymétrique, décalée vers un côté, ou même vers les deux. Il arrive que les événements optimistes soient plus probables que les pessimistes, et vice-versa. La courbe en cloche classique de la distribution normale n'a plus tout à fait la même forme, puisque la probabilité est distribuée d'une autre façon. Ce n'est pas un problème, les bases de perte prennent justement ça en compte. Calculer perte s'agit d'approximer la moyenne d'une distribution bêta, c'est-à-dire trouver le point le plus haut de la courbe, là où les issues les plus probables se concentrent, peu importe où se trouve ce pic. Dans notre exemple, on a déterminé que la moyenne se situe autour de 3,66 heures. Du coup, pourquoi s'embêter à parler des distributions normales et bêta dès le début? Eh bien, c'est toujours utile de connaître la raison derrière les techniques qu'on utilise au quotidien. Pour moi,
Ça donne plus de flexibilité pour les utiliser et élargit notre boîte à outils au-delà des bases. Mais il y a une autre raison qui va nous permettre d'avancer dans les prochaines étapes pour travailler avec PERT. Présentons le théorème central limite. En termes très simples, on peut le résumer ainsi. Multiples événements relativement indépendants, même s'ils suivent des distributions différentes, tendent à suivre une distribution normale quand on les additionne si l'échantillon est suffisamment grand. Et c'est justement la clé. La somme des événements qui suivent des distributions variées, comme les distributions bêta, finit par se comporter comme une distribution normale. Ça nous permet d'appliquer des techniques et des propriétés bien connues de la distribution normale quand on planifie un projet avec PERT. Rappelle-toi, on estime du mieux qu'on peut, puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir. On pourrait passer des heures et des heures à travailler sur des techniques applicables à la distribution spécifique de la tâche qui se trouve face à nous, mais c'est inutile pour agir et c'est simplement trop cher même pour des cycles de vie prédictifs. Du coup, supposer que les groupes de tâches qu'on estime avec PERT suivent une distribution normale est acceptable. Maintenant, on peut repartir de l'hypothèse que la tâche suit une distribution normale et se concentrer sur l'étape suivante, le calcul des déviations. Une distribution normale nous permet de calculer la valeur du sigma, c'est-à-dire un écart type. Si on calcule un sigma à gauche et à droite de PERT, on définit les extrémités de la fourchette dont on a besoin, et si l'occasion se présente, qu'on pourrait communiquer aux parties prenantes. On sait aussi, grâce aux propriétés de la distribution normale, qu'un sigma de chaque côté de la moyenne couvre environ 68% de toutes les probabilités. Autrement dit, avec juste un sigma, on obtient une estimation avec presque 70% de confiance. C'est énorme, et déjà un grand progrès par rapport à simplement supposer d'estimation. Avec 2 sigmas de chaque côté, on couvrirait environ 95% des probabilités. Ça rend nos estimations précises presque à chaque fois. Et si on calculait 3 sigmas, on approcherait les 100% des scénarios. Imagine estimer avec une confiance de 100%. Eh bien, c'est tout simplement impraticable. Tu vois, chaque sigma supplémentaire élargit la fourchette au point qu'elle en devient inutile. Plus on ajoute de sigma à perdre, plus l'intervalle se rapproche de 0 à l'infini. Alors on pourrait dire que chaque tâche demanderait entre 0 et un effort infini, mais ça n'aiderait personne. Du coup, dans la plupart des cas, sinon dans tous les cas, un seul sigma fournit une sortie toute suffisante. Voyons pourquoi. Un écart type équivaut à un sigma. Dès maintenant, on l'appellera ainsi. La formule pour approcher l'écart type d'une tâche avec PERT est PE moins O divisé par 6, c'est-à-dire l'estimation pessimiste moins l'optimiste sur 6. Dans notre exemple, où PE c'est 8 heures et O c'est 2, l'écart type est 1 heure. Du coup maintenant, on peut déterminer qu'ajouter une validation à un champ de ceci devrait prendre entre 2,66 heures et 4,66 heures, avec 70% de confiance. Dans le monde de l'entreprise, ce niveau de transparence est vraiment valorisé. Ça communique des niveaux de certitude tout en laissant de la place pour des événements imprévus et la gestion du risque. Si on revient à notre tableau étendu avec les autres tâches, on peut avoir l'écart type calculé pour chacune. La colonne intervalle indique dans quelle mesure les estimations peuvent varier, et ça nous donne une bien meilleure idée de ce à quoi s'attendre pour l'ensemble du projet. Alors en tant que chef de projet, il faut être capable de fournir des totaux. Combien de temps le projet va-t-il prendre? Combien ça va coûter? On va maintenant faire le dernier pas pour maximiser la valeur du PERT. D'abord, on peut simplement sommer les estimations paires individuelles d'activité linéaire pour obtenir une valeur approximative. Garde en tête que si les tâches se superposent, additionner leur estimation individuelle pourrait être imprécise. C'est un bon moment pour considérer l'utilisation d'un logiciel pour t'aider à calculer tout en prenant en compte les dépendances. Dans cet exemple, on peut facilement supposer que toutes les activités se dérouleront l'une après l'autre. Par conséquent, c'est logique de sommer leur estimation. Cependant, on ne peut pas faire la même chose avec les écarts types. C'est simplement statistiquement incorrect. Patience pour cette dernière étape. Un autre concept utile en probabilité, c'est la variance. Elle mesure aussi la dispersion autour du point central, mais de façon qu'on puisse l'utiliser pour calculer la déviation globale. On va calculer la variance individuelle pour chaque tâche avec cette formule simple. La variance individuelle équivaut à l'écart type individuel au carré. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer au calcul de l'écart type pour l'ensemble des tâches. C'est fait en additionnant toutes les variances et prenant la racine carrée du total. Avec ça, l'ensemble des tâches a une estimation totale de 203 avec un écart type de 11. Ou, d'une autre manière,
L'ensemble des tâches prendra entre 191 et 215. C'est tout simplement un sigma à gauche et un sigma à droite de la somme de toutes les estimations pertes. Enfin, abordons la mise en œuvre de pertes. Encore une fois, c'est un outil d'estimation qui améliore le processus par rapport aux approches empiriques. Comme tout dans la gestion de projet, il faut vendre l'idée, gagne l'adhésion des parties prenantes. Tout le monde ne voudra pas ou n'aura pas besoin de comprendre les maths derrière, et ce n'est vraiment pas nécessaire. Mais fais-leur savoir comment travailler avec Fourchette et investir un peu plus dans les estimations portera ses fruits avec plus de certitude et moins de promesses non tenues. La règle la plus importante dans la gestion du projet, c'est d'adapter tes outils au contexte. Avec PERT, ça implique adapter la profondeur des discussions sur les estimations. Tu peux passer beaucoup de temps à explorer toutes les issues possibles pour chaque tâche, et ça peut être nécessaire dans les projets prédictifs, alias Waterfall. Mais dans les projets plus orientés agiles, une conversation courte pourrait suffire à améliorer la confiance. Quand tu dois travailler sur une estimation, suis cet ordre. Pour chaque tâche ou groupe de tâches, assieds-toi avec la personne responsable, développeur, analyste, testeur, ingénieur, utilisateur, manager ou quiconque est le plus proche de la tâche, et pose-leur ces questions. D'après ce que tu sais de cette tâche, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Ensuite, si tout allait mal, quelle serait ton estimation? Puis, si tout se passait bien, quelle serait ton estimation? Enfin, selon toi, quel est le scénario le plus probable? Je recommande vivement d'avoir cette conversation en personne ou par appel, surtout la première fois que tu appliques cet outil. Les gens habitués à fournir que des estimations fixées et uniques trouveront bizarre d'avoir à répondre plus de questions qu'auparavant. C'est probable que, s'ils ne sont pas convaincus par l'idée, ils risquent de balayer ta demande d'un revers de la main et sauteront simplement à l'estimation à point unique. C'est pourquoi il est essentiel de communiquer l'importance du PERT pour le projet, et ça fait partie de ton rôle de chef de projet. Travailler avec PERT n'améliore pas seulement les estimations, il protège aussi la crédibilité de tout le monde. En plus, c'est une bonne pratique de poser ces questions dans cet ordre précis. Tu ne veux pas parler du scénario le plus probable avant d'avoir évoqué les extrêmes pessimistes et optimistes. Ces deux bords aideront ton interlocuteur à mieux calibrer et à être plus réfléchi dans son estimation. Et c'est tout. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Dis-moi en commentaire si tu as des questions ou si tu as une approche différente pour estimer. J'aimerais savoir ce que tu en penses. On se voit dans la prochaine vidéo.